média Meduza, que je vais citer, rapporte que les forces armées ukrainiennes sont passées à la phase décisive de cette contre-offensive, qui a débuté il y a un peu plus de 2 mois. Presque toutes les réserves ont été jetées dans la bataille, c'est ce que dit Meduza en tout cas. Est-ce qu'il y a un changement de stratégie dans ce que l'on voit ces derniers jours, ce qui transparaît de la stratégie ukrainienne? Non, il y a 3 choses en fait qui jouent un rôle essentiel. Le premier, c'est le temps. Parce que finalement, on est dans une opération qui, à un moment ou à un autre, doit s'accélérer. Quoi qu'on en dise, on est au cœur de l'été, mais d'ici 3 semaines, le risque de changement de conditions météorologiques risque de ralentir les opérations. Donc ça, c'est quelque chose que probablement à la fois les Russes espèrent et que les Ukrainiens craignent. Le deuxième point, c'est que, et Jean-Dominique Merchet l'expliquait très bien, c'est d'abord une question d'effectifs d'un côté comme de l'autre. Pour les Russes, il s'agit d'amener des renforts pour éviter que la ligne ne craque. Pour les Ukrainiens, il faut amener leurs gros ou les brigades nouvellement constituées avec les chars lourds pour potentiellement ensuite exploiter. Donc c'est à chaque fois une question de course de vitesse. C'est est-ce que je suis capable de remodeler la ligne et de la tenir et de l'autre côté, est-ce que je suis capable d'aller suffisamment vite pour engager mes forces? On est toujours dans cette espèce de rapport dialectique de course de vitesse. Et puis le troisième point, il est tout aussi essentiel, c'est finalement les Russes, effectivement, ont joué sur ce côté rock, au sens presque des échecs, ont rocké en permanence entre anciennes et troupes très fatiguées qui ont à chaque fois été sur la ligne de front, les parachutistes, l'infanterie de marine, etc., etc. On les a emmenés, là encore, au nord du dispositif, vers Kupiansk, au nord de Bakhmut, un moment pour les ramener, pour les ressortir. À la fin ou un autre, quand on joue les pompiers sur telle ou telle partie de la ligne de front, ça ne marche plus. Et quelque part, créer une nouvelle armée, là encore, c'est une armée de briquet de broc. Il y a un point en revanche qu'on n'a pas souligné et qui me paraît intéressant, c'est que il n'y a pas non plus le sentiment d'urgence du côté russe. Vous avez le message qui dit voilà, on recrute autour de la mi-mai maintenant, voilà, des soldats pour les engager au mois de décembre. Ça veut dire aussi une chose, c'est que l'urgence qui autrefois prévalait, c'est-à-dire créer finalement de la chair à canon, semble ne plus être le cas. Parce qu'il y a aussi un temps de formation nécessaire. Dans oui, mais type de guerre, on ne peut pas envoyer des gens qui ne sont pas formés sur le front. Oui, ça, c'est quelque chose qu'il n'y avait pas il y a quelques mois, où on avait vraiment ce sentiment d'urgence, où on envoyait des personnes formées en 6 semaines. On a beaucoup parlé des difficultés des Ukrainiens ces dernières semaines, parce qu'ils sont à l'offensive et qu'il est plus difficile d'attaquer que de défendre. Clairement, on le voit ces dernières heures, les Russes aussi ont des problèmes d'hommes et de soldats. En ce jour du drapeau, Vladimir Poutine a pris la parole pour tenter de remobiliser. Écoutez. Россия – тысячелетняя страна и цивилизация. Наш государственный флаг – это символ нашего единства. Уверен, что государственный флаг всегда будет вдохновлять нас идти только вперед, до победы, утверждать славу России. En théorie, la Russie dispose de plusieurs millions d'hommes pour mobiliser, mais est-ce qu'elle a les moyens? Parce que c'est bien beau de faire venir des hommes dans les casernes, mais est-ce qu'elle a les moyens de les héberger, de les équiper, de les entraîner, de faire d'eux de véritables soldats? Quelle est la situation réelle? En tout cas, allez-y. Non, allez-y. Non. Il y a trop de politesse sur ce plateau, allez-y. Donc, en fait, oui, est-ce qu'il y a les moyens? Déjà, il y a les moyens financiers. C'est-à-dire pour un tout petit peu tempérer ce qui est dit et qui, moi, me donne espoir, en fait, en vous écoutant tous les deux. Mais moi, les sources que j'ai me disent quand même que les Russes, justement, s'ils ne se pressent pas, c'est qu'ils se sentent relativement confiants pour l'instant. C'est-à-dire que pour l'instant, ils ont le sentiment que leurs lignes de défense tiennent, qu'ils ont quand même déployé dans la 5e ou 4e ou 5e ligne de défense beaucoup d'hommes, etc. Et c'est vrai qu'ils ont réussi quand même à, en mobilisant par l'argent, des tas de gens, des couches populaires qu'ils sont allés chercher. Il y a un article au mois de juillet, fin juillet, je crois, au début août, dans le New York Times, qui était extrêmement intéressant et qui racontait comment les recruteurs militaires allaient faire de la publicité dans les villages reculés de toute la Russie et pour convaincre les gens de partir. Et c'est vrai que l'argument financier est incroyablement puissant. Pourquoi? Parce que souvent, les gens auxquels ils s'adressent vivent sur 10 000 euros
10 000 roubles de retraite, souvent qui est la retraite de leur grand-mère. Ils n'ont même pas de boulot, il y a un chômage absolument galopant. Et on leur propose 300 000 roubles de solde. Ce qui est absolument colossal. Pour eux, c'est une sorte de sapin de Noël. Et donc, vous avez énormément de personnes qui acceptent de partir pour cette raison. Un noble Autrichien disait au début du XXe siècle, il faut 3 choses pour faire la guerre, de l'argent et de l'argent. Vous avez raison de le mentionner. Mais justement, au sujet de l'argent, tous les hommes qu'on envoie se battre, ils ne seront pas au travail, ils ne seront pas contributeurs à l'économie russe. Est-ce que ça, c'est quelque chose aussi que les autorités doivent prendre en compte? Alors d'abord, je crois que l'économie, ça n'a jamais intéressé Vladimir Poutine. La seule chose qui l'intéresse, c'est la géopolitique et donc... Et l'argent, apparemment. Et l'argent, oui, bien sûr. Mais l'économie privée l'intéresse. Oui, donc en fait, c'est une économie de guerre aujourd'hui, donc il y a suffisamment d'argent pour cela. Ce qu'il veille à éviter, c'est qu'il y ait une mobilisation générale, c'est qu'il y ait la loi martiale, parce que Moscou... Et c'est ce que demandent les ultranationalistes en Russie aujourd'hui, oui, mais il veut les épargner... turbo-patriotes, comme on les appelle. Bien sûr, mais lui veut épargner Moscou, Saint-Pétersbourg, les grandes villes et l'élite russe, surtout dans la perspective des élections. Donc on a ce contraste entre ces villes très éloignées, parce que l'extrême-orient russe est très très pauvre, et se dépeuplait d'ailleurs. Donc eux, ça les intéresse, ça les intéresse effectivement de gagner davantage d'argent, même au risque de leur vie, espérant dans ces cas-là que c'est les épouses et les enfants qu'ils toucheront. Et d'ailleurs, même sur ce plan-là, Vladimir Poutine, dès le début, a donné de l'argent aux veuves ou annoncé qu'il en donnerait pour éviter le phénomène qu'on a connu au moment de l'Afghanistan, des mouvements de mères de soldats. Pour l'instant, une nouvelle mobilisation générale n'est pas à l'ordre du jour, c'est ce que dit Vladimir Poutine, malgré une extrême droite russe qui le pousse à remobiliser. Il y a 2 échéances importantes en élection, au mois de septembre, l'élection des gouverneurs, et puis il y a les présidentielles qui étaient initialement prévues en 2024, qui vont être repoussées. Est-ce que l'opinion publique a encore un poids dans le processus décisionnel du maître du Kremlin? Vous dites que les élections vont être repoussées ? Je ne sais pas, peut-être. Non, on ne sait pas, ça avait été invoqué, on ne savait pas. Ça m'étonnerait qu'elles soient repoussées. De toute façon, elles seront juste retruquées, c'est ça? Il a toutes les chances de les gagner. Il n'y aura pas de candidat contre lui. Et, autant celle de 2018 avait été plus ou moins normale, autant le référendum sur la réforme de la Constitution avait été un cirque absolu. Donc là, il va gagner effectivement ces élections. Son intérêt, ce n'est pas de le repousser. S'il est réélu pour 6 ans, justement, ça lui donnera, en tout cas, une nouvelle... Mais est-ce qu'il y a encore une pression de l'opinion publique en Russie aujourd'hui ? Il n'y a pas d'opinion publique en Russie aujourd'hui. Et moi, je trouve que le terme d'élection est totalement usurpé. Oui. Ce ne sont pas des élections, en fait. Je crois qu'il faut, à propos de ce processus de reconfirmation de Vladimir Poutine à son poste... arrêtez de parler d'élections, parce que c'est vrai que ça apporte la confusion. Mais lui parlera d'élections. D'accord. Et en Russie, on parlera d'élections. Je ne sais pas si le terme d'opinion publique peut être... ça ne renvoie pas à la même chose que chez nous. Mais il a quand même des Russes qui ont... Et il a une population, et cette population, il ne peut pas en faire ce qu'il veut. La preuve, c'est qu'il ne décide pas une mobilisation générale.